bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant, un peu touchy en ce moment, qui est le sujet d'un monde qu'on ne connaît pas tous beaucoup, qui est le monde de la fusion-acquisition, autrement appelé le M&A. Et qui d'autre que Michael Azinco, partenaire chez Cambon, pour nous décrypter un petit peu comment ça marche, ce monde de la fusion-acquisition, et puis surtout dans quel état on est en 2025, où en sont les transactions, les montants, et quelle est la perspective pour les années à venir. Salut Michael. Hello Guillaume. Alors du coup, M&A, en ce moment on dit c'est un peu la merde, c'est un peu le marché est compliqué. C'est quoi l'état du marché de la fusion-acquisition, des cessions? Toi qui es plutôt côté vendeur dans des small cap, mid cap, LBO, des termes sur lesquels on reviendra. On en est où en juillet 2025 sur le marché? Écoute, déjà, merci de me recevoir et ravi de partager mon expérience. Écoute, on a connu des années, pour revenir un petit peu en arrière, post-Covid, qui ont été extraordinaires. Par des effets de rattrapage, par on va dire des effets d'aubaine au global. Frénétique, 21-22 c'était frénétique. On a commencé à sentir, nous d'ailleurs plutôt sur l'activité levée de fonds, septembre 22, un petit ralentissement. Et 23 avec l'inertie a été relativement bonne. Et vraiment 24, on a pu voir dans les chiffres globaux qu'il y a eu un petit coup d'arrêt. 25 c'est sur la même tendance. Donc ça c'est un état de fait, le marché est dur actuellement, et je reviendrai peut-être sur les tendances au sein de ce marché, mais malgré tout ça reste quand même, quand on regarde les volumes, la croissance externe, ces sujets de private equity dont tu as commencé à parler, restent au centre du jeu pour beaucoup de boîtes, small, mid et large cap. Donc ça veut dire que c'est parce qu'on regarde par rapport, c'est toujours quand on compare du year over year avec des années un peu délirantes et un peu spécifiques, en fait on est revenu au rythme 2018-2019, ou est-ce que quand même il y a des faits marquants à l'intérieur des nouvelles tendances? En chiffres, je pense qu'on est à peu près revenu à ces niveaux-là. Maintenant, quand on analyse les choses à l'intérieur, c'est différent, dans la mesure où c'est un marché qui est beaucoup plus clivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de l'argent, il y a de la mobilisation des contreparties, des acquéreurs et des fonds d'investissement sur les actifs 5 étoiles. Okay. Et là, à des valorisations qui sont aussi bonnes, peut-être même certaines fois meilleures que ce qu'on a connu dans le passé, parce que justement les opportunités sont rares. Et au contraire, des actifs qui ne cochent pas toutes les cases, qui eux, soit ne trouvent pas acquéreurs, soit sont obligés de vendre, donc sont prêts à faire des sacrifices sur les valorisations importantes. Avant, quand on lançait, nous, un dossier, donc sell-side, côté vendeur, qu'on interrogeait les contreparties, qu'on avait 4-5 offres et qui se retrouvaient dans une fourchette de prix très resserrée, là, on va se retrouver avec des offres entre la mieux disante et la moins bonne, quasiment du simple au double. Ok. Ah oui, donc tu veux dire que le marché, c'est un peu divisé entre... le 5 étoiles, c'est vraiment des boîtes qui ont des super fondamentaux, des bons chiffres et qui vont se vendre peut-être même mieux qu'avant parce qu'on cherche quand même à racheter, et donc l'offre, les propositions sont moins importantes. Mais de l'autre côté, les boîtes un peu average en fait sont déconsidérées ou se vendent moins bien, quoi. Exactement. Il y a une division du marché. Tout à fait. Et c'est quoi les boîtes qui se vendent du coup aujourd'hui en marché, le marché porteur? Parce que je dis ça un peu parce qu'on on est déjà sorti du moment où la tech a eu un peu des bouffées délirantes de valo. Les assets qui trouvent preneur facilement aujourd'hui? Alors je vais te donner ça avec le prisme qu'on a chez Cambon Partners, c'est-à-dire qui est très société de croissance, beaucoup tech digital, mais aussi des sociétés entrepreneuriales de croissance dans quelques autres secteurs, et notamment nous, tout ce qui est la santé et autour des services financiers. Ce qu'on voit, donc on est passé d'un paradigme avant où c'était l'hypercroissance, c'était la seule chose qui comptait. Il y a eu vraiment ils ont mis la barre à droite en disant maintenant c'est la profitabilité. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? On va chercher beaucoup de récurrence de chiffre d'affaires. C'est très rassurant, évidemment, pour un acquéreur, pour un fonds d'investissement, d'avoir quelqu'un qui commence son année avec une prévisibilité sur son chiffre d'affaires assez forte sur l'année entière. Donc la récurrence, un business qui intrinsèquement est profitable, et donc on a démontré par ses fondamentaux que ça l'est. Il y a eu pas mal de bulles sur des business, dans le food delivery, dans les épiceries centre-ville avec les Gorillaz, etc., où finalement ils n'ont jamais démontré
Qui avait un modèle. Exactement. Donc ça s'est un peu écroulé. Donc là, on va aller sur des modèles qui sont déjà bien viabilisés, récurrents, intrinsèquement rentables, et évidemment une prime aux managers qui ont la capacité démontrée, ou parce qu'on le sent bien, de switcher de business model facilement. Ouais, de faire des pivots. C'est-à-dire que ça, il y a une prime au pivot. Ouais. Et dans la tech, il y en a, c'est une question un peu débile, mais il y en a beaucoup des modèles qui sont à la fois qui ont de la récurrence et de la rentabilité. Parce que ce qu'on disait sur la fast delivery, c'est est-ce qu'on ne découvre pas qu'il y a beaucoup de modèles qui n'avaient pas cette rentabilité intrinsèque? Ouais, tout à fait. Clairement, c'est pour ça que il y a eu l'émergence du SaaS, SaaS is eating the world, comme on disait, c'est clairement parce que c'est des modèles d'abonnement, donc hyper récurrents. C'est des modèles software où quand tu as réussi à craquer un certain volume, finalement ton chiffre d'affaires, c'est quasiment que de la marge. Ouais. Et donc c'est pour ça que les maîtres du SaaS, les Salesforce, les Oracle, les Microsoft, ils ont des marges d'EBITDA à plus de 40%, insolentes, ouais. Parce qu'ils sont arrivés à ce stade de développement. Donc on sait intrinsèquement que c'est un super modèle. Faut juste avoir trouvé le positionnement du pour produit. Arriver exactement. Au moment où en fait c'est une machine à rentabilité. Exactement. Ok, donc ça, il y a encore, effectivement, maintenant on regarde beaucoup plus les éléments internes à la boîte, plus uniquement le chiffre de croissance qui a drivé pas mal de transactions ces dernières années. Parce que pourquoi on regardait ça, c'est qu'on pensait que, que les arbres montaient au ciel, les fonds d'investissement soutenaient beaucoup ce mouvement, les fonds de venture et de growth equity, qui eux-mêmes étaient très recherchés par en fait ce qu'on appelle les LPs, leurs souscripteurs, donc c'est les gros institutionnels internationaux qui doivent mettre leur trésorerie, leur argent au travail. Évidemment, ils peuvent le mettre sur plein de classes d'actifs. La classe d'actifs, ce qu'on appelle du private equity, est devenue quelque chose de tout à fait admissible par eux, au contraire qu'ils recherchent beaucoup, parce que les performances historiques ont prouvé que c'était même mieux que n'importe quelle classe d'actifs. Donc, ils ont cherché à investir de plus en plus dans les fonds. Donc, les fonds ont reçu de plus en plus d'argent. Chaque véhicule, chaque millésime qu'ils lançaient grossissait. Donc, quand tu as une manne comme ça qui grossit, tu investis plus. Tu pousses aussi les boîtes dans lesquelles tu investis à surinvestir de temps en temps pour aller chercher plus de croissance. Et on s'est rendu compte à un moment donné que la course était trop rapide, qu'il y avait des événements de marché macro-éco et puis géopolitique qui faisaient que ça n'allait pas croître aussi vite qu'on veut. Donc on remet la barre à droite, on cherche la renta. D'accord. Et on va revenir un peu justement sur le métier. Du coup, vous, en tant que banquier d'affaires, vous êtes entre tous ces joueurs, en fait. Ouais. Vous êtes au centre du jeu. Vous, chez Cambon, plutôt côté sell-side, voire uniquement côté sell-side, c'est-à-dire vous êtes contacté par des boîtes qui veulent se vendre, et derrière, votre métier, c'est d'aller chercher l'acquéreur. Ça, c'est un gros résumé, mais globalement, c'est ça, votre positionnement. Exactement. Donc, on est un conseil financier, donc auprès de nous, vraiment clientèle très, très entrepreneur. Oui, majoritairement sell-side. Parfois, on peut accompagner quelques gros fonds, quelques gros corporates sur des acquisitions très, très ciblées parce qu'on est hyper pertinent. Mais notre métier de base, c'est d'accompagner ces entrepreneurs sur toutes leurs opérations de capital. Donc, dès la levée de fonds, même levée de fonds venture, justement, je veux développer mon produit, je veux aller à l'international, il faut que je lève 10, 15, 20 millions pour faire ça. Et ensuite, pour aller chercher des contreparties sur des sessions industrielles. Voilà, je suis arrivé, pas forcément au bout du modèle, mais je suis arrivé, on va dire, à la phase de développement que je voulais. Maintenant, je veux m'adosser à un autre pour accélérer. Ou au contraire, je veux faire rentrer un fonds d'investissement qui va permettre une transmission, une transition managériale avec des fondateurs qui prennent du recul, les N-1 qui montent, et un fonds de private equity qui va venir pour assurer la liquidité, investir aussi dans la boîte. Et nous, on va aller chercher ces gens-là. Et donc, notre métier, c'est d'orchestrer tout le process, d'aller séduire les contreparties, de les aligner, on va dire, dans un process, ce qu'on peut appeler d'auction, et les faire aboutir sur les offres les plus attrayantes pour nos clients. Et ça, c'est vrai qu'il y a une technicité dans le fait de prendre le deal qui fait que l'entrepreneur, en dehors du fait qu'il n'y a pas le temps, va pas connaître les petits secrets et la technicité qui consiste à faire un document, j'imagine, enfin à faire une suite de documents de la présentation
au SPA, à la conclusion de la vente. Et ça, effectivement, vous arrivez, vous êtes obligé, j'imagine, d'apprendre le métier de la boîte suffisamment à fond pour pouvoir vendre en fait à la place du fondateur. Et aussi d'être, j'imagine, ce tiers de confiance qui fait que vous n'êtes pas neutre, évidemment, mais quasiment. Alors, oui, on l'est pas, puisqu'on est payé en tout cas par l'une des parties. Et on est payé, notre métier, c'est d'être payé au succès d'une opération. Donc, c'est-à-dire que quand on s'engage avec un entrepreneur, c'est qu'on a une croyance forte, parce que même si on n'a pas d'engagement de résultat, on a un engagement de moyens très très fort. Et de ce fait, nous, en effet, c'est de s'immerger dans la boîte. Et ce qu'on dit souvent à nos prospects, à nos clients, on veut, pendant le laps de temps qu'on va étudier la boîte, connaître la société aussi bien que vous. Donc évidemment, c'est un petit peu prétentieux, on ne va pas la connaître aussi bien que le fondateur, mais on va être capable, évidemment, d'aller la vendre, la marketer. Donc pour ce faire, tu es obligé de connaître tout sur son offre, son positionnement, ses canaux de vente, son organisation, les éléments financiers, les KPIs, tout. Donc il y a ce travail-là, et en effet, ça va être, on va dire, sanctuarisé dans un document qu'on appelle un faux mémo, ou voilà, d'autres termes pour le désigner, mais qui est un document marketing et qui va servir pour teaser les contreparties et pour leur donner assez de matière pour qu'ils puissent se faire une idée. Est-ce que c'est un bon actif, est-ce que j'ai envie de l'acheter ou d'investir, et avec ces informations, je suis en capacité de faire une offre préliminaire, évidemment. Je vérifierai tout le reste plus tard pour m'engager de façon binding, mais déjà d'avoir ce premier filtre avec les informations qu'on donne. Et ensuite, effectivement, il y a toute la partie négo. J'imagine que tu as, je ne vais pas en dire t'arroses le marché parce que ce serait insultant, mais tu sélectionnes. Ta magie, c'est quand même d'arriver à matcher au maximum un nombre de cibles réduites avec l'activité de la boîte, et puis tu conduis toutes les négociations jusqu'à la conclusion du deal. Clairement, nous, depuis le départ, on croit beaucoup à la spécialisation. C'est-à-dire d'être tout secteur, de faire du small cap et du large cap dans plein de pays. En tout cas, quand on a monté la structure, on n'y croyait pas. On avait une conviction, c'est que il fallait se spécialiser en termes sectoriels, ce qu'on a fait. Et on avait une conviction, c'était que ce métier de banque d'affaires qui était réservé aux très grosses entreprises, il allait évidemment être aussi très utile à des entrepreneurs de PME. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on a défini notre positionnement, et ce qui nous permet d'être, je pense, très pertinent sur ces secteurs-là. C'est-à-dire si on parle à un patron d'un éditeur de soft, si on parle à un patron d'une société de services informatiques, si on parle à un patron je sais pas, d'un courtier d'assurance ou d'une boîte de distribution médicale, dans les secteurs qu'on couvre, au bout d'une demi-heure, il va comprendre qu'on connaît extrêmement bien son marché, qu'on est dans le même écosystème, qu'on a les réflexes, qu'on connaît le business model. On fait ce même rendez-vous avec quelqu'un dans la pétrochimie, il va voir au bout d'une demi-heure qu'on ne comprend rien, qu'on n'a aucun réseau, et voilà, qu'on ne va pas être pertinent. Donc nous, on croit énormément à la spécialisation, ce qui fait que quand on rencontre la personne qui nous dit « Ok, je veux par exemple vendre à un industriel », on a déjà en tête à ce moment-là les 5-10 évidents. Ça ne nous empêche pas d'aller évidemment chercher plus, parce qu'il peut y avoir des bonnes surprises, parce qu'un acquéreur qui, il y a 6 mois, n'était pas intéressé par ce secteur ou par ce type d'actif, il peut changer sa stratégie. Donc on va en interroger. Donc oui, on ne va pas arroser. Clairement, parce qu'on va avoir un process assez ciblé et maîtrisé. Mais on a la chance, on pense, de bien connaître l'écosystème dans lequel on évolue, et donc les contreparties avant de lancer un dossier. Est-ce que cette spécialisation permet de réduire la durée des deals? Parce que pour moi, il y a le sujet de la durée. Alors même quand tu es en levée de fonds ou en session, on a quand même une image de quelque chose qui souvent traîne. Enfin, pour avoir des boîtes qui sont en train d'essayer de se voir dans la période, tu as l'impression que c'est interminable. La spécialisation permet de raccourcir, et in fine, c'est quoi votre target de durée de deal idéal, quoi? Alors, si je fais une moyenne des deals, entre le moment où un cédant nous confie, nous donne un mandat pour vendre, et le moment on va dire, où il reçoit l'argent, pour faire simple, c'est 6 mois. Ok. Donc, oui, tu as raison. En ce moment, ça met un peu plus longtemps, parce que voilà, on pourrait revenir, les conditions de marché sont celles qu'elles sont, mais c'est plus dur. Donc évidemment, on veut se rassurer plus, en creusant plus, on se pose plus de questions.
Il y a faut aller en parler à son board, il y a des allers-retours, les négociations juridiques prennent plus de temps, on veut plus se border. Donc, oui, ça traîne plus. Après, est-ce que la spécialisation, il y a une prime, on va dire, sur le timing? On le pense justement sur cette phase de contact des contreparties, de qualification des contreparties, d'appréhension des business models. On va aller beaucoup plus vite, évidemment. Donc je pense qu'on réduit un petit peu là-dessus les durées. Et surtout, c'est une expérience à mon avis plus agréable, à nouveau, pour un entrepreneur qui se sent plus en sécurité quand il y a quelqu'un qui comprend tous ses KPIs, on parle la même langue. Ouais. Et justement, enfin, c'est marrant, c'est que pour moi, 6 mois, ça peut être très long, ça peut être très court, parce qu'on a quand même l'idée, je pense, de pic d'activité. C'est-à-dire que c'est que tu présentes, puis parfois ça met du temps à répondre, parfois ça répond vite, parfois il se passe rien pendant 3 semaines, et puis ou 1 mois ou 2 mois, puis d'un coup ça s'accélère. Est-ce que tu as des anecdotes un peu justement qui montrent ce qui est quand même, à mon avis, la base de l'excitation du métier, c'est que tu as toujours de l'inattendu, j'imagine, quand bien même tu as le dossier, tu as fait l'info-mémo, tu es spécialisé, tu vois, tout est à peu près abordé, mais une fois que tu lances la course, tu te fais toujours surprendre. Bien même sûr. après, c'est ça, 21, 22 ans, non? Ouais, 22 ans. 22. Oui, et c'était des constats qu'on avait, c'est que ces process faits par des grandes banques, hein, évidemment, on peut pas encore se comparer à elles, et elles ont fait des réussites incroyables, mais pour autant, les process souvent qu'elles suivent sont très standardisés. Okay. Et donc, la phase 1, ça va se passer comme ça, la phase 2, ça va se passer comme ça. Nous, on a essayé de mettre quelque chose parce qu'à nouveau, une clientèle d'entrepreneurs, quelque chose de plus agile. C'est-à-dire que parfois, j'ai un de mes associés là qui traite un dossier, tout le monde sait qu'on a le dossier, tout le monde sait qu'il va se passer quelque chose, il a préféré, de façon délibérée, attendre 4-5 mois avant de lancer le dossier. Ok. Il y a plein de choses qui allaient arriver sur l'actif, sur le marché, au niveau des acquéreurs, et c'était beaucoup plus sioux de faire ça, au lieu de se lancer bien en tête. Parfois, au contraire, on accélère, c'est-à-dire qu'on va être dans un process, on va voir qu'il y a 3 acquéreurs ou 3 fonds qui sont en train de vraiment s'exciter sur le dossier, et là, on va shorter le process en disant, en fait... vous savez quoi, on vous avait dit que les offres c'était fin février, en fait là c'est le 5 février, et la deuxième phase, au lieu de durer 1 mois, elle va durer 2 semaines. Parce qu'on sait qu'ils sont équipés, qu'ils sont en capacité de le faire, évidemment, sinon on leur dirait pas, et tout va être accéléré. Donc forcément, il faut sentir le marché et la tendance du marché. Est-ce que parfois tu te laisses... il y a des exemples où vous êtes laissé surprendre, malgré le professionnalisme, mais je sais pas, un événement particulier ou des vendeurs qui devaient vendre et qui décident de pas vendre. Tu vois, il y a ces moments où en fait tout s'écroule, ou au contraire, tu as plutôt une bonne nouvelle. Enfin, j'imagine que tu as ce yo-yo-là en permanence. C'est exactement, c'est les montagnes russes émotionnelles qui sont incroyables. Et nous, on essaie aussi d'être un filtre pour nos clients, donc d'absorber beaucoup. Ils ne voient pas tout ce qui peut se passer dans les réunions ad hoc, les échanges entre avocats, les échanges entre banquiers, parfois qui peuvent être très tendus à certains moments, et on essaie de les préserver de ça. Mais évidemment, en prenant un exemple, le 13 mars 2020, qui en Espagne était le début du confinement et en France c'était 3 jours plus tard, on devait signer le 13 mars 2020 à 10h un deal, et le matin l'acquéreur qui nous appelle pour nous dire qu'il ne viendra pas au closing. Alors que quand on est le jour du closing, tout le monde se dit c'est génial, les bouteilles de champagne sont au frais, nos factures sont prêtes, tout va bien, et ça se fait pas. Et à l'inverse, dans les trucs plus positifs, moi je me rappelle d'un deal qui est un de nos... On était jeunes, la boîte était jeune, on vendait un actif, une très belle actif techno français dans le software, qu'on a vendu à un groupe américain. Et le groupe américain nous a fait une offre qui était 3 fois supérieure à ce qu'attendaient les cédants. Ok. Et ils nous avaient pas laissé entendre le niveau de prix auquel il serait. On l'avait pas... Souvent, on essaie de guider. Là, peut-être par instinct, on l'avait pas trop guidé sur le prix, peut-être en se disant on va avoir une bonne surprise. Et on a eu une excellente surprise pour tout le monde, où on reçoit le truc et on est même limite abasourdi. Donc,
tu es quand même obligé d'aller négocier en disant que c'est pas assez, par essence. Ou là, en l'occurrence, on a négocié d'autres choses pour sécuriser plutôt le deal. Mais ça peut arriver évidemment dans les deux sens. Bon, ce dernier sens, c'est plus rare. Voilà. Mais est-ce que c'est pas assorti de conditions compliquées sur tout ce qui est earn-out, qui est en gros le moment. Enfin, c'est-à-dire qu'on a un premier prix de vente, une première partie de la vente, et puis le reste est étalé sur 3 à 5 ans, parfois plus. Et, est-ce que les Américains sont pas un peu connus pour ensuite essayer de t'avoir un peu par la suite? Non, alors les compléments de prix, donc on appelle aussi earn-out, c'est quand le prix est payé en plusieurs fois et notamment sur des objectifs futurs à atteindre. Ça se fait beaucoup dans les boîtes, on va dire, jeunes, évidemment, dans les boîtes où avec un management et des fondateurs qui sont presque omniprésents, donc où beaucoup des décisions de l'exécution est concentrée dans les mains de peu. Donc on essaye de s'attacher les services de ces gens pour qu'ils restent. Donc c'est dans cet objectif que c'est fait. Nous, on l'a dans énormément de deals. J'ai envie de dire, la plupart des deals qu'on fait avec des acquéreurs industriels, avec des fonds, c'est différent. Et ça, évidemment, on essaye de le border au mieux pour qu'il n'y ait pas de surprise, évidemment, et qu'en face, il n'ait pas la tentation d'aller gruger un petit peu pour que ce soit pas payé. Nous, au contraire, là, les acquéreurs, je pense, sont assez éduqués aujourd'hui là-dessus. Et ce qu'on entend de plus en plus, c'est des acquéreurs qui nous disent « Moi, je suis ravi si je paye le complément de prix. » Parce que si je paye le complément de prix, c'est que ça a délivré, ça s'est bien passé. Donc, on n'a pas eu trop de mauvaises expériences, ça nous est arrivé, mais plus avec des acquéreurs qui finalement n'étaient pas véritablement de bonne foi, plus qu'autre chose. Et tu dois pouvoir repérer un peu plus vite, non, par des signes faibles. Après, voilà, il y en a, on ne connaît pas tout le monde, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Non, si tu parlais des Américains, ils vont être très demanding sur tout ce qui est garantie de passif. Donc, quand vous vendez votre boîte, la plupart du temps, un acquéreur va vous demander de garantir votre gestion passée. Et donc, s'il y a un événement qui arrive postérieurement à la vente, mais dont le fait générateur est antérieur à la vente, c'était ta gestion passée, tu dois m'indemniser là-dessus. Et là-dessus, les acquéreurs US demandent des plafonds, des durées qui sont anormales pour nous, Européens. Donc voilà, on s'adapte. Et donc aujourd'hui, si on voit l'avenir, j'ai pas envie de parler d'IA, mais on voit bien que c'est un métier qui reste un métier de relations humaines, tel que je comprends, parce qu'il faut avoir une bonne relation avec les cédants, une bonne relation avec les fonds. Enfin, faut mettre de l'huile dans les rouages un peu partout. Tu crois en quelque chose, en une évolution plus technologique, l'IA, des plateformes, l'automatisation, enfin l'espèce de sujet, on est obligé de mettre un peu les pieds dans le plat, parce que pour moi, voilà, c'est très intuitif, personnel. À un moment donné, même si c'est backé par beaucoup de chiffres et beaucoup de travail technique, demain, tu crois que ça va s'automatiser, ou est-ce que ça va être un peu préservé, ou c'est quoi ta vision justement sur le saut technologique dans lequel on est quand même tous aujourd'hui? Alors, on est dans un métier, dans un écosystème où les banques d'affaires sont à l'ère glaciaire là-dessus. Déjà, demander à des grosses boutiques de M&A si elles ont un CRM, c'est déjà limite un gros mot. Bon, j'exagère un petit peu, mais on vient d'un métier très feutré, où on parle de carnet d'adresses, des associés, on ne va pas les partager. Nous, pour le coup, vu le sous-jacent qu'on adresse, plutôt des entrepreneurs sur des boîtes assez digitales, en forte croissance, évidemment, on a pris presque le contre-pied. Depuis le début, on a des outils, tout est partagé, c'est-à-dire tout le système d'information est ouvert à tout le monde en interne. On a beaucoup investi, puisque depuis 2 ans et demi maintenant, on a 3 personnes full sur nos outils technologiques, ce qui nous a permis d'atterrir sur un espèce d'OS plus qu'un simple CRM, en se basant sur l'énorme data qu'on a en interne, qu'on branche aussi par API sur la data externe pour, on va dire, rassembler tout ça et nous aider. Et alors en quoi, donc je rebondis sur le lien avec ce que tu me dis sur l'AI, c'est que clairement, avec cette masse de data, on est capable d'automatiser des choses.
Alors on peut intégrer justement là-dedans des LLM ou sur certaines choses, ou des applications même qui utilisent elles-mêmes les LLM dédiées à notre industrie. Mais le but, c'est d'automatiser pas mal de choses. Donc, soit dans la production. Quand je dis production, c'est produire un info-mémo, donc aller chercher l'info, synthétiser toute l'info qu'on a reçue du client, des documents qu'on a pu avoir. Ça, on commence à le faire pas mal. Ouais. Derrière, sur la production de slides, on adorerait, mais on n'a rien trouvé à date. De vraiment... Ouais, franchement. Et comme c'est les documents marketing qu'on soigne vraiment, et on a plutôt justement, nous, chez Cambon, une réputation là-dessus sur la qualité de notre doc, on n'a pas trouvé de choses qui étaient vraiment bien. J'en ai trouvé une récemment qui est dingue. Je suis très preneur. Et ensuite, on se sert aussi de toute cette donnée et de toute la couche d'intelligence qu'on peut mettre dessus tout au long du process pour aller trouver les bonnes contreparties. Comme tu le dis, je le disais aussi, on est sur certains secteurs qu'on connaît par cœur. Pour autant, tout va vite. Donc l'acquéreur, en fait, que personne n'avait vu venir, parce que c'était une boîte qui était petite il y a 4 ans, qui a énormément cru organiquement, qui a fusionné avec une de la même taille, qui a été au même moment fait rentrer un fonds d'investissement, et donc qui a le firepower pour devenir un acquéreur, lui-même un consolidateur, il se peut qu'on la manque. Voilà, ce serait une faute professionnelle de le faire. Et donc avec ce type d'outil, on est capable justement de screener plus large. On pourra bientôt, on est dans les métiers, on ne fait pas vraiment d'outbound et pour aller faire du marketing, pour aller chercher des dossiers. Ça se passe pas vraiment comme ça. C'est de la réputation et du bouche à oreille. Exactement. Mais pour autant, on peut anticiper un petit peu les choses par plein d'outils, sur des signaux forts, mais aussi des signaux faibles, pour se dire au sein d'un secteur, tiens, c'est ça les futures stars. Il faut qu'on les connaisse. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un emailing derrière, mais ça veut dire, voilà, il faut qu'on trouve un moyen de rentrer en contact avec eux pour développer une relation future. Donc, je pense que je ne vais pas dire qu'on a pris la mesure de tout ça, certainement pas encore, mais on a travaillé beaucoup et on a un truc vraiment qui commence à être sympa. Donc, il commence à donner un peu à équiper. On est dans la partie, dans le sous-jacent technologique qui va faire que les process et nos boulots vont être beaucoup plus efficaces. On essaye de se dire, si on arrive à réduire comme peau de chagrin le temps perdu sur plein de choses, de recherche, de saisie, de mise en forme, et que tout ce temps-là, il est consacré à l'intelligence sur le deal, sur de la tactique, sur justement de l'agilité dans des process et sur de la négo, on va délivrer beaucoup plus de valeur. Ouais. Et en parlant de cette valeur, si je reviens à ma première question de l'état du marché en 2025, ta perspective pour les 2-3 ans à venir, parce qu'il y a plusieurs sons de cloche, on rentre dans une crise épouvantable et on va tous crever, ou on est finalement toujours que dans un cycle. Là, quand tu vois, parce que certaines boîtes, certains secteurs, je pense surtout aux ESN, certains secteurs sont toujours un peu à l'avant-garde de ce qui va arriver aux autres, je trouve. Et toi, voilà, pour les 2 ans à venir, tu les vois comment ? Alors, j'ai fait une réponse de Normand, c'est que, honnêtement, j'en sais rien, parce que historiquement, on voyait que c'était assez cyclique. Et on arrivait, tu parlais justement du marché des ESN, on a vraiment vu des cycles de 7 ans, 6-7 ans se dessiner dans le passé. Et on a beaucoup étudié ce secteur-là, parce que c'est un gros vertical pour nous. Il se trouve qu'on aurait eu la même conversation il y a 1 an. Je t'aurais dit, c'est sûr que le S2 2025 va être très bon. Voilà. Personne ne pouvait anticiper les tarifs, personne ne pouvait anticiper l'ouverture de nouveaux conflits sur de nouveaux fronts, personne. Donc, ça se fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans un paradigme où chaque jour, il peut y avoir une nouvelle qui remet en cause tout, quoi. Exactement. Exactement. Et on n'est pas des gens de marché, on n'est pas des gens de bourse. Donc on voit évidemment, par contre, on assiste parce que ça impacte les acquéreurs qui sont cotés, leur valorisation bouge énormément, ça leur donne moins de marge de manœuvre pour faire des choses, et on est halluciné tous les jours. On n'a pas été
on n'a pas eu de coup d'arrêt ou dans des négociations où des acteurs US nous auraient dit avec ce qui se passe, nous on est obligé de retirer, surtout qu'on est dans des secteurs très, très digitaux, très immatériels, donc qui ne sont pas trop concernés par ces mesures. Pour autant, on sent que fondamentalement, le pire c'est l'incertitude en fait, pour que ce soit pour nos cédants, pour les acquéreurs, de ne pas savoir ce qui va se passer. Économiquement, géopolitiquement, fiscalement, c'est très dur. Et c'est quand même la meilleure caractéristique du moment qu'on traverse. C'est une énorme incertitude. Et clairement. Mais derrière, la volonté de rachat, de consolidation, elle existe. Parce que tu peux te dire, voilà, les boîtes vont décider de ne plus racheter. Enfin, c'est très grossier, mais tu vois. Est-ce qu'il y a quand même la volonté, c'est-à-dire que tu as toujours la réceptivité quand on voit des deals, ou est-ce que, enfin, on n'est pas encore complètement à l'arrêt, mais on n'ose pas prendre des décisions? Non, on l'est pas. Comme je le rappelais, c'est plus clivant. C'est vraiment, ils sont sur un portefeuille de 10 opportunités, ils vont en balayer 9 d'un revers de main et se concentrer sur une. Ils sont eux-mêmes en panne de croissance organique. Donc, il faut trouver des relais de croissance. Donc, la croissance externe en est un. Il y a quand même le côté opportuniste où on peut se dire les valorisations sont quand même attractives. Donc, c'est un bon moment. Donc, c'est pour ça que voilà, quand on a cette vision-là, je ne sais pas si c'est le verre à moitié plein, mais en prenant en compte ces éléments, on comprend pourquoi, heureusement, il y a encore du mouvement. Ouais. Et alors, pour finir, les secteurs, vraiment, quelles sont les industries un peu evergreen dans le monde transactionnel? C'est-à-dire, tu dis, voilà, les marchés où tu recommandes presque aux gens d'aller monter des boîtes. Je ne vais pas parler de la reprise parce que ce sera rouvrir un trop grand chapitre, mais c'est quoi le secteur dont tu dis ça? C'est le secteur qui va faire le marché des 5-10 prochaines années. C'est possible de répondre à cette question ou justement, c'est trop mouvant? Ou est-ce qu'il y a vraiment des marchés où tu dis, ça va driver notre croissance? Ouais, en toute humilité, je ne sais pas si j'aurais une quelconque recommandation à faire des entrepreneurs qui devraient se lancer dans un secteur. Je pourrais dire assez naïvement qu'il faudrait aller dans l'industrie militaire. Mais voilà, c'est un petit peu ironique de dire ça, mais c'est pas faux. Hein, quand tu vois les parcours là, des boîtes cotées là-dessus aux US. C'est juste incroyable parce que voilà, ou du MBDA ou des Enduril ou des boîtes comme ça. Donc bon, après, est-ce qu'on a envie d'aller dans ce secteur-là, c'est quand même compliqué. Mais j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, c'est le seul que tu peux voir vraiment sortir la tête de l'eau. Hein. Bah écoute, on va tous aller se mettre à fabriquer des casques et des chars. Écoute, on a une grosse industrie française là-dessus, historique quand même. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ben, écoute, c'est ce qui est presque un bon signe, mais c'est horrible parce que c'est vrai que on a un peu du mal à traiter ce sujet, mais c'est vrai que on voit des valos qui augmentent parce que les marchés, qui a été en fait un peu à l'arrêt pendant des années, est en train d'exploser. Si tout le monde s'accorde à mettre 3,5 ou 5% de son PIB sur le budget de l'armée, forcément, ça va y avoir un peu d'argent. C'est clair. Merci Michael. Et puis merci pour ces éclairages sur le métier du M&A. Et donc on vous invite à aller suivre Cambon, les deals et ce métier assez particulier de la fusion-acquisition. Merci à toi, merci aux auditeurs. Je serais ravi de faire un point dans un an ou un peu plus pour voir si mes prédictions que je n'ai pas faites se sont réalisées. Exactement, ça marche. À très vite. Ciao.